Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast que vous proposent les jeunes républicains de Haute-Garonne. Ce podcast est une traduction de 3 formations centrées autour du thème de la violence que j'ai pu donner dans le cadre du cycle de formation des jeunes républicains. Nous reprendrons ensemble en un seul podcast les 3 formations données afin que ceux qui nous écouteraient puissent suivre la trame de la réflexion que nous proposons. Je suis Clément Delmas et vous êtes dans le podcast Réflexion de droite. Notre réflexion sera faite en 3 temps. Le premier, nous introduirons 2 notions, l'intensité des faits et l'emprise du droit sur les faits. Nous étudierons les vices presque irrémédiables que possède la Révolution. Nous proposerons enfin une réflexion autour de la manière dont nous pouvons renouveler l'action politique, voire la sublimer, au regard de ce que nous avons décrit dans les 2 premiers temps de la réflexion. Premier temps, donc, l'intrication des 2 notions qui nous serviront de fondation pour le reste de la réflexion, l'intensité des faits et l'emprise du droit sur les faits. Pour les expliquer, je vous propose une illustration historique autour de la Révolution de 1830. Nous sommes donc en 1830. La charte de 1814 donne au roi Charles X le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et, au cœur de cette assemblée, il y a 3 grands groupes, les ultra-royalistes, les monarchistes modérés et les républicains, plus ou moins proches des bonapartistes. Les élections sont censitaires, c'est-à-dire que ceux qui paient une certaine somme d'impôts peuvent voter. Ils sont environ 0,3% de la population à disposer de ce droit de vote. Les premières élections de 1815 avaient donné une majorité ultra-royaliste, forte, grâce à la terreur blanche, c'est-à-dire la chasse des républicains et des bonapartistes par les ultra-royalistes, allant jusqu'à leur mise à mort. Le corps électoral avait alors par peur voté en masse pour les ultras, mais cette majorité avait diminué au fur et à mesure des élections successives. Charles X se sent proche des ultra-royalistes, augmente donc le cens, c'est-à-dire la quantité d'impôts nécessaires pour voter, espérant ainsi retrouver une majorité d'ultras. Mais c'est évidemment une erreur de sa part, car les plus riches ne sont plus forcément les nobles, acquis par principe à l'Ancien Régime, mais les bourgeois, plus libéraux, qui préfèrent la monarchie modérée. Quand Charles X dissout l'Assemblée nationale, les bourgeois excitent alors les Parisiens à aller dans la rue. Ils seront rejoints par les vétérans de la grande armée de Napoléon pour protester contre le roi. À ce moment, dans le tumulte de la révolte, Charles X fait intervenir l'armée, mais cette dernière est dépassée par les vétérans et se replie, laissant le pouvoir sans protection. Ce que l'on remarque, dans le tumulte de juillet 1830, c'est qu'au moment où la révolte gronde, ce n'est plus la Constitution ou la loi qui s'applique, c'est la règle du plus fort. On voit que le droit n'a plus d'emprise sur les faits, il ne règle plus la situation des violences. L'emprise du droit sur les faits est donc la capacité que le droit a d'emprisonner les faits en son sein, de contraindre les faits. Cette emprise n'est pas infinie, et nous voyons bien que dans l'exemple de cette révolution de 1830, que seule la force peut entraîner la victoire. Dans cette logique, Charles X fait le bon choix d'envoyer la troupe. Mais il n'est pas le plus fort, et il perdra le trône. Ce qui intéresse, c'est que voyant la troupe se replier, Charles X abdique pour son fils, mais ici il fait une erreur. Abdiquer, c'est du droit. C'est un mécanisme juridique, alors même que la situation échappe à l'emprise du droit. Les faits, c'est-à-dire l'ensemble des violences qu'est la Révolution, sont trop intenses pour qu'un mécanisme juridique, l'abdication, puisse y mettre fin. Le nouveau roi sera choisi parmi la foule, c'est-à-dire en dehors du droit, car le droit à cette époque permet de choisir le roi, est un droit qui est dans la Constitution. La mise sur le trône de Louis-Philippe par le baiser républicain de Lafayette, comme l'a dit Chateaubriand, c'est du fait, pas du droit. Ainsi, seul le fait arrête le fait. Dans le règne des faits, c'est le plus intense qui l'emporte. Ceci étant dit, nous pouvons passer au deuxième temps du raisonnement, qui est l'étude de la Révolution. La Révolution est un fait très intense.
cela va emporter des conséquences que nous allons étudier. De manière générale, la révolution est une manifestation typique du principe selon lequel le droit n'a pas d'emprise sur les faits trop intenses à l'échelle d'un État. Pour autant, si la révolution entraîne de la violence, certaines personnes la considèrent comme nécessaire aux changements sociaux. Il convient donc de décrypter ce phénomène de révolution. Nous verrons, dès lors, que grâce à ce décryptage, la révolution est un système qui ne peut pas, par principe, apporter le calme et la paix. La révolution entraîne forcément le despotisme, voire le totalitarisme. Certains la brandissent comme une façon de changer la structure d'une société. C'est par exemple Marx qui pense que seule une révolution des prolétaires face aux bourgeois peut changer la société régie par la domination de classe. Marx anticipe même le problème que l'on va décrire, mais se trompera dans la solution à lui apporter. Voyons le problème. Quand une partie de la population fait la révolution, deux issues sont possibles. La première est la victoire des révolutionnaires. La seconde est leur défaite. Dans les deux cas, que se passe-t-il? Il y a un perdant et un gagnant. Les deux ont subi la violence de l'autre. Du ressentiment se crée. Dans les deux camps, le perdant rêve de se venger. La violence et les pertes qu'il a subies n'ont pas été récompensées par le triomphe des idées. Deux choix s'imposent à lui. Se venger après avoir retrouvé ses forces, entrer en résistance tout de suite. Ces deux options sont en réalité celles qui s'imposent à tous les perdants d'une révolution. Si c'est les révolutionnaires qui l'emportent, alors ceux qui ont perdu le pouvoir ne voudront qu'une chose, le reprendre par la force. C'est l'histoire des immigrés de la Révolution française, qui ont patiemment attendu leur heure avant de mettre Louis XVIII sur le trône. Ils ont exactement attendu de 1793 à 1815, soit 22 ans, à se battre du côté de toutes les coalitions pour récupérer ce trône. Mais c'est aussi le cas des Vendéens, qui eux sont entrés en résistance, utilisant la guérilla pour mettre en déroute l'armée républicaine. Quelle que soit la solution envisagée, entrer en révolution, c'est y être en permanence. Une révolution ne s'arrête jamais. Prenons le cas de l'URSS. Il est intéressant de voir que la révolution, au lieu d'être un moment de libération, a été un moment d'asservissement pour les Russes. Sans entrer dans les détails, nous allons voir comment la révolution agite encore la Russie presque jusqu'à aujourd'hui. Après la victoire des bolcheviks, dans les années 1920, il y a eu une répression des opposants politiques, sans précédent. Vous connaissez bien sûr les goulags. Même si les anti-révolutionnaires de la première heure n'ont pas fait long feu, cette attitude répressive n'a jamais cessé, bien qu'elle s'est amendée au fil du temps et n'a jamais cessé. Pourquoi? Parce qu'à chaque victime faite par le régime révolutionnaire, pour se stabiliser, de la souffrance a été ressentie par la victime ou par ses proches. À chaque mort ou envoi au goulag, une plaie dans la société s'est ouverte. Pour éviter que cette plaie se transforme en nouvelle révolution, il faut être encore plus violent avec ceux qui se révoltent, ce qui crée une plaie supplémentaire, et ainsi de suite. La révolution fait entrer dans un cycle de la violence une société. En ce sens, Hobbes et Machiavel ont tort. Hobbes, car il estime que seul un chef puissant, dominant la violence de tout le poids de l'État, pourra l'arrêter. Le RSS lui donne tort. La violence d'État est sans fin. Machiavel a aussi tort en disant que le chef doit se faire craindre s'il n'arrive pas à se faire aimer. Il préconise la violence pour mettre au pas les sujets du prince. Ce faisant, il fait entrer le prince dans une boucle sans fin. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu'il ne faut pas ramener l'ordre public, grâce au monopole de la violence légitime. Tout simplement car cette violence est acceptée, contrairement à celle visant à établir une idéologie, une manière de penser. Elle est acceptée pour deux raisons. La première, c'est que son but est de ramener l'ordre public. La seconde est qu'elle est proportionnée au but poursuivi. Usant de la violence dans ces deux limites, elle est acceptée, les plaies ouvertes sont trop petites grâce à la proportionnalité et justifiée grâce à la recherche de l'intérêt général. On ne crée donc pas le cycle que nous avons décrit. Après cet exemple, sur la Révolution russe, certains pourront me dire que ce n'est pas toujours le cas, et que la Révolution française s'est arrêtée d'elle-même. Après tout, Napoléon prend le pouvoir par un coup d'État, donc une situation de fait et pas de droit.
et qu'après cette situation de fait, le calme est revenu en France, durant le Premier Empire. Cette conviction est fausse, et le coup de Napoléon suit les mêmes principes que ce que nous avons décrit pour l'URSS. D'abord, la violence politique n'a jamais cessé sous le règne de l'empereur. Par exemple, dans l'Empire, on a un ministre de la police, Fouché, dont je vous recommande la biographie faite par Stefan Zweig, qui dispose de beaucoup d'informations sur les grands de l'Empire, qui fait des rapports très fréquents à Napoléon. Ce dernier use beaucoup de l'arbitraire pour contraindre ses adversaires. Une anecdote illustre comment l'empereur use de la contrainte. Après son coup d'État, il reçoit Sieyès dans son bureau. Ce dernier avait commandé l'attaque des députés par l'armée de Napoléon. Napoléon est dos à Sieyès, face à la fenêtre. Sans jamais le regarder, il lui fait comprendre que Sieyès demande des comptes à Napoléon, permettant ainsi de contrecarrer les menaces à son pouvoir. Aussi, ce dernier use beaucoup de l'arbitraire pour contraindre ses adversaires. Une anecdote illustre comment l'empereur use de la contrainte. Après son coup d'État, il reçoit Sieyès dans son bureau. C'était ce dernier qui avait commandé l'attaque des députés par l'armée de Napoléon. Napoléon est dos à Sieyès, face à la fenêtre. Sans jamais le regarder, il lui fait comprendre que s'il demande des comptes, Napoléon le contraindra. Il veut garder le pouvoir seul. À la droite de Sieyès, il y a une grande armoire ouverte dans laquelle se trouvent des pièces d'or. Napoléon fait comprendre alors à Sieyès que c'est l'argent ou la prison. Sieyès se bourre les poches de pièces et s'en va. Il ne verra jamais les fruits du coup d'État qu'il a fomenté. Napoléon, entre autres, crée un droit très faible vis-à-vis des faits, pour se rendre indispensable, grâce à la violence militaire dans laquelle il est très fort. C'est-à-dire que chaque action juridique ne pourra pas en elle-même avoir de l'emprise sur les faits politiques, notamment avec les 4 chambres parlementaires mises en place. Le Conseil d'État, qui prépare les lois, le tribunat, qui débat des lois mais qui n'a pas le droit de vote, le corps législatif, qui vote mais ne débat pas, et le Sénat, qui juge de la conformité des lois à la Constitution. Aucune de ces chambres ne peut intervenir efficacement face à un fait, elles sont toutes dépendantes du bon vouloir de l'empereur ou du consul. Il se rend indispensable pour gérer les faits. Ce qui apaise les violences à l'intérieur, c'est que Napoléon a le génie de porter la violence à l'extérieur de l'Empire, dans toute l'Europe. Vous comprenez l'idée, selon laquelle s'il y a des menaces extérieures, alors la violence intrinsèque à l'intérieur, liée à la Révolution, va se déporter sur la menace extérieure. C'est une redirection des flux de la violence que nous étudierons dans quelques minutes. Mais c'est une manœuvre de détournement du problème. Car cette manœuvre ne règle pas le problème de la violence, il le déplace. Le génie de Napoléon est donc de déplacer la violence, pas d'y mettre fin. Pour déplacer la violence, il use de 3 techniques. Il se rend, comme nous l'avons dit, indispensable, au niveau de la prise de décision, mais aussi dans l'esprit du public, en se proclamant génie militaire. Les différents tableaux où il se représente, comme celui où touche les pestiférés d'Égypte, participent aussi à ce culte de la personnalité. Ce faisant, il détourne la violence de lui-même. Il prend ensuite de grands chantiers intérieurs, comme le code civil ou la construction d'infrastructures, qui détournent l'attention sur elle et pas sur l'aspect politique de son œuvre. Il déclare enfin la guerre souvent et prend l'initiative militaire. Ce faisant, il redirige la violence vers les autres pays, notamment avec les guerres comme celle d'Espagne. Vous connaissez la fin de l'histoire. Cette redirection fonctionne plus quand Napoléon se met à perdre. Il ne peut plus rediriger en dehors de lui le flux de la violence et les royalistes reprennent le pouvoir. La solution de redirection de la violence qu'il met en place n'est donc pas une solution de long terme. Il faut donc trouver une solution qui n'est pas temporaire. Cette solution, nous la proposons en passant d'une justice égale à une justice inégale. Il convient donc de trouver comment cette solution, je vous propose de la trouver dans la Bible. Alors je vous préviens, je ne compte pas vous faire un cours de catéchisme. D'abord, j'en suis incapable. Ensuite, la foi est en France une question de culture, d'histoire ou une aide individuelle. Elle n'est pas un sujet collectif au regard du principe de laïcité qui protège l'État de l'emprise religieuse. Nous allons donc étudier la philosophie biblique, c'est-à-dire les concepts qui découlent de la Bible et plus particulièrement du Nouveau Testament.
Particulièrement, nous parlerons du concept de justice asymétrique. Pour explorer ce contexte, nous étudierons 3 temps, ce qu'est ce concept, nous l'illustrerons par la littérature, nous verrons en quoi ce principe condamne notre génération à devoir sublimer l'action politique. Premier temps, le concept. La justice que nous pratiquons est une justice symétrique, théorisée par les Grecs et les Romains. Cette forme de justice, nous la pratiquons encore aujourd'hui. Nous le connaissons, cette idée à travers le principe de Sun Kikue, c'est-à-dire à chacun le sien. Philippe Nemo nous dit ceci pour décrire cette justice. Elle ramène les choses au statu quo ante, elle se borne à corriger les injustices commises. Dans notre droit, cette vision de la justice est réparatrice. L'on cherche à indemniser la victime. Le mot indemniser vient d'indemnis, qui veut dire remettre dans le même état. On voit bien l'idée de symétrie, on remet les choses comme elles étaient avant. En droit français, on indemnise tous les préjudices, mais rien que le préjudice, on veut remettre dans l'état antérieur. A contrario, la nouvelle justice que Jésus prône dans le Nouveau Testament est une justice asymétrique. Cette nouvelle justice est une justice où il faut donner plus que ce que l'on doit. Nous ne sommes pas quittes envers notre prochain si l'on se contente de lui donner son dû, décrit Philippe Nemo. Il ne faut pas seulement, par exemple, aimer celui qui nous aime, mais aimer aussi celui qui ne nous aime pas. Il ne faut pas vouloir rendre l'appareil à celui qui vous frappe, mais bien lui tendre l'autre joue. Il faut rompre la symétrie entre les hommes. Cette relation de justice dissymétrique n'est pas un échange, mais un don. Il faut, selon Philippe Nemo, accepter pour sien une dette que l'on n'a pas contractée. Selon Jésus, le royaume des cieux sera ouvert à celui qui a accepté cette justice dissymétrique. 2 œuvres de la littérature vont nous permettre d'illustrer ce concept. Atala et René de Chateaubriand, ainsi que Les Misérables de Victor Hugo. Pour Atala et René, un peu de contexte. Les 2 amoureux, Atala et René, sont sur le point de mourir dans une tempête immense en Floride. Ils sont dans une forme de marécage. Atala révèle son secret. Se sentant condamnée, Atala révèle son secret. Elle a fait serment de ne jamais aimer. Elle mourra de chagrin si elle brise ce serment. À ce moment, un missionnaire chrétien arrive pour les sauver. Pour les misérables, Jean Valjean sort de 20 ans de bagne. Il est accueilli par Monseigneur Bienvenu, car charitable, l'évêque accepte qu'il dorme chez lui pour ne pas dormir dehors. La scène se passe le lendemain matin. Jean Valjean a volé les couverts en argent de l'évêque, la seule chose de valeur qui restait à cet homme, avec ses 2 chandeliers. Dans ces 2 extraits, on voit bien l'aspect dissymétrique de la justice. On donne plus à l'autre que ce qu'on lui doit. Il est, dans les 2 cas, représenté par un homme d'église. Ils sont la personnification pour les auteurs du XIXe siècle de cette justice portée par le Nouveau Testament. Comment on peut traduire cela dans notre action contre les plaies faites par la violence? Vous voyez la puissance de la justice dissymétrique. Elle ne remet pas les choses dans l'état où elles étaient, mais bien, elle vise une forme de fraternité, de solidarité, de charité. L'autre n'est plus un égal, mais un objectif. Considérer, c'est-à-dire placer avec les étoiles notre prochain soigne la plaie qui lui fait du mal. Par exemple, au Rwanda, après le génocide, des tribunaux de justice et de pardon sont mis en place garantissant aux bourreaux la sécurité physique contre l'aveu de culpabilité et la recherche permanente de la réparation des torts causés. Cet exemple montre bien comment cette dissymétrie peut faire avancer un pays qui a connu un génocide. Malheureusement, l'actualité au Rwanda n'est pas très heureuse. Peut-être n'est-on pas allé assez loin dans cette façon de faire la justice. La question des crimes les plus graves se pose. En effet, cette justice dissymétrique exige que nous ne punissions pas ceux qui ont fait des infractions. Exige-t-elle que nous ne punissions pas ceux qui ont fait des infractions? Pas du tout. Elle exige seulement de compter ce que le criminel doit à la société et de ne pas exiger la réparation complète de cette dette. Par exemple, une personne qui tue ne doit pas être tuée par la justice, mais seulement emprisonnée à vie. L'abolition de la peine de mort est une parfaite illustration de la justice dissymétrique. Cette justice dissymétrique est parfaitement adaptée au rôle de personnes politiques. Nous ne devons pas
avoir comme récompense la promesse du royaume des cieux, car nous-mêmes faisons une promesse à nos concitoyens, c'est-à-dire que nous leur promettons une vie meilleure. Notre rôle consiste à faire en sorte que les plaies des concitoyens diminuent un peu après notre passage. La justice dissymétrique est alors un outil très efficace. Le don de nous-mêmes doit être notre arme. Sur le chemin que nous pensons le mieux pour la société, nous devons ne rien demander en échange de nos efforts. En 2025, ce n'est plus les prêtres qui doivent personnifier l'amour de l'autre, mais les politiciens. C'est en cela que nous sublimerons l'action politique. Le plus beau, c'est qu'en échange de ce sacrifice pour la communauté nationale, nous ne demanderons aucun retour personnel, pas de royaume des cieux comme dans le Nouveau Testament comme récompense, mais la juste satisfaction d'avoir été utile. Nous devons être comme Sisyphe qui remonte son rocher, c'est-à-dire s'attendre à ce que jamais notre effort nous donne de récompense, mais il faudra même aller plus loin, il faudra être des Sisyphes heureux pour reprendre le très célèbre d'Albert Camus. À ce titre, un mandat d'élu, par exemple, n'est pas une récompense pour le travail accompli, mais un moyen pour accomplir toujours plus de travail au service de l'intérêt général. En clair, ne réclamez pas de récompense, de juste retour, mais faites des espoirs sans effort que ce juste retour arrive. Efforcez-vous d'aimer votre prochain tout autant que vous vous aimez vous-même, même si certains rendent la tâche très difficile. Chacune de vos actions doit être pensée pour maximiser le bonheur collectif. Pardonnez celui qui vous offense. Si vous faites cela, vous sublimerez alors votre action politique. La politique de demain consiste à placer son prochain parmi les étoiles. En somme, cette exigence de considération fait que la politique de demain consistera à placer son prochain parmi les étoiles. Ma fille, dit l'ermite en la relevant, nous sonnons ordinairement la cloche de la mission pendant la nuit et pendant les tempêtes pour appeler les étrangers. Et à l'exemple de nos frères des Alpes et du Liban, nous avons appris à nos chiens à découvrir les voyageurs égarés. Pour moi, je comprenais à peine l'ermite. Cette charité me semblait si fort au-dessus de l'homme que je croyais faire un songe. À la lueur de la petite lanterne que tenait le religieux, j'entrevoyais sa barbe et ses cheveux tout trempés d'eau. Ses pieds, ses mains et son visage étaient ensanglantés par les ronces. Vieillard, m'écriai-je enfin, quel cœur as-tu donc, toi, qui n'as pas craint d'être frappé par la foudre? Craindre? Repartit le père avec une sorte de chaleur. Craindre, lorsqu'il y a des hommes en péril et que je puis leur être utile? Je serai donc un bien indigne serviteur de Jésus-Christ. Mais, sais-tu, lui dis-je, que je ne suis pas chrétien? Jeune homme, répondit l'ermite, vous ai-je demandé votre religion? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit mon sang lavera celui-ci et non celui-là? Il est mort pour les juifs et les gentils, et il n'a vu dans tous les hommes que des frères et des infortunés. Ce que je fais ici pour vous est fort peu de choses, et vous trouverez ailleurs bien d'autres secours, mais la gloire n'en doit point retomber sur les prêtres. Que sommes-nous, faibles, solitaires, sinon de grossiers instruments d'une œuvre céleste? On frappa à la porte. Entrez, dit l'évêque. La porte s'ouvrit, un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un quatrième au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie, qui semblait conduire le groupe, était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant un salut militaire. Monseigneur, dit-il. À ces mots, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. Monseigneur, murmura-t-il, ce n'est donc pas le curé? Silence, dit un gendarme, c'est Monseigneur l'évêque. Cependant, Monseigneur Bienvenu était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. Ah, vous voilà, s'écria-t-il, en regardant Jean Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais ne vous avais-je pas donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs? Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Jean Valjean ouvrit les yeux
et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait est donc vrai. Nous l'avons rencontré. Il allait comme quelqu'un qui s'en va, nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie. Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose. Et vous l'avez mis ici. C'est une méprise. Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller. Sans doute, reprit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin, vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. Puis, se tournant vers la gendarmerie, messieurs, vous pouvez vous retirer. Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il les reprit avec solennité. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu.